j'ai vu ça. Bienvenue tout le monde. Je suis le docteur Farcy Emmanuel, je suis médecin anesthésiste réanimateur, je suis également un entrepreneur en santé numérique, je suis un docpreneur. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux d'accueillir Florian qui va nous présenter sa start-up, son parcours. Bonjour Florian, merci d'être avec moi. Emmanuel. Bon, merci d'avoir accepté l'invitation pour cette nouvelle chaîne. Docpreneur aussi, donc petite communauté qui finalement grandit de taille. De plus en plus. Moi, je suis neurochirurgien au CHU d'Angers, maître de conférence à la fac. Donc, je donne cours aux étudiants sur le corps humain, principalement aux étudiants en médecine, mais aussi un petit peu aux paramédicaux. Et en fait, je développe une solution de formation en santé utilisant la 2D, la 3D et faire un vrai compagnonnage tel qu'on l'a vécu, nous, au lit du patient. Mais digitaliser cette bienveillance en fait et ces parcours de formation, parce que ce qui a fait aujourd'hui du médecin que je suis, c'est les conseils que j'ai reçus. Et donc on a fédéré avec les anatomistes, professeurs d'anatomie, des parcours concrets d'anatomie pour les étudiants en médecine et demain pour les paramédicaux lorsqu'ils changent de service ou qu'ils veulent se remettre à niveau. D'accord. Pour quelqu'un d'aussi jeune, tu as déjà un sacré CV, tu es vachement actif en termes d'innovation et d'enseignement. Dans une interview, j'ai vu que tu as dit qu'il fallait adapter l'enseignement aux attentes des étudiants. Pour toi, comment le numérique en santé répond à ces attentes ? Le numérique tout court, il digitalise les bouquins en fait. Moi j'ai eu la problématique j'adore apprendre, mais finalement les ressources que je lis, souvent, soit je m'endors parce que je suis trop fatigué, soit j'ai pas l'info que je souhaite. Donc je me suis retrouvé dans la situation où j'avais envie d'apprendre des choses qui étaient adaptées pour moi. Et je ne trouvais pas forcément dans les livres le bon média, ou alors j'ai essayé de trouver sur internet des choses, mais gérer en fait plus sur internet. J'avais pas un lieu où j'avais les conseils des patrons en fait. C'est ça que j'ai essayé de colliger, c'est les conseils des collègues, les conseils des patrons, apporter de l'expérience. Et pour moi le numérique, le vrai plus, c'est pas tellement faire du numérique pour du numérique, c'est pouvoir mettre dans la poche de l'étudiant le prof à qui il peut poser les questions et toute une communauté en fait, vraiment de réassurance. Ok. On est quand même des médecins entrepreneurs, c'est des profils assez atypiques. On a de bonnes carrières et de situations, on n'a pas forcément besoin de faire de l'entrepreneuriat pour vivre. Pour toi, c'est quoi ton moteur ? Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat en parallèle de ton activité de médecin ? Moi, l'entrepreneuriat, ça a été une nécessité pour répondre aux besoins que mes étudiants avaient et que moi j'ai eu quand j'étais étudiant en médecine. Donc, moi j'ai 36 ans, effectivement je suis neurochirurgien, etc. Mais je considère que si je participe pas, si je redonne pas en fait ce que moi j'ai reçu, je trouverais ça dommage en fait. Et donc je me suis dit plutôt que d'attendre, c'était plutôt le moment d'essayer de structurer quelque chose que j'espère en fait. On a toutes nos années en fait pour développer ces produits-là et je sais que l'entrepreneuriat c'est quelque chose de long et de difficile. Donc j'ai voulu faire ça très tôt en fait pour ne pas repousser, pas procrastiner. Parce que pour moi l'urgence elle est aujourd'hui en fait. Les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils veulent aussi se lancer dans l'entrepreneuriat en même temps de leur activité de médecin. Alors je vais te poser cette fameuse question. Comment tu fais pour concilier ta double, voire ta triple vie ? Est-ce que tu as une astuce à dévoiler aujourd'hui ? Compliqué. Cette question-là, je me la pose en fait tous les jours. C'est comment on réussit à devenir et à rester entrepreneur. En fait, la question, moi, j'espère pouvoir être entrepreneur encore dans 10 ans. C'est un combat un peu que je mène au quotidien. Ça passe par une structuration en fait de mes objectifs. C'est-à-dire que je me suis posé sur une table et je me suis dit qu'est-ce que j'avais envie de faire dans 10 ans. Et à partir de là, j'ai posé des jalons à 5 ans, 2 ans, 3 ans. Et c'est ça qui a impulsé les priorités déjà. C'est-à-dire que Donc tu as une vision long terme. j'essaie en tout cas j'essaie d'avoir une vision long terme pour pas faire un coup d'épée dans l'eau. Je faisais pas mal de recherches au début pour avoir été maître de conférence, mais je sentais que ma place, c'est pas là où j'étais le plus à l'aise ou forcément le mieux. Donc, par contre, à l'enseignement, je chantais, puis j'ai une appétence pour le numérique, et je me suis dit en fait pourquoi pas moi. C'est ce pourquoi pas moi qui m'a poussé à faire neurochirurgie, je l'ai jamais regretté. Donc basé là-dessus, je me suis lancé quoi. Ok. Être médecin, c'est quand même un sacré avantage. On est garant d'une confiance, d'un sérieux scientifique. Mais parfois en entrepreneuriat, c'est aussi un frein parce qu'on nous dit souvent « ouais, mais vous n'avez pas le côté business ». Qu'est-ce que toi, tu as fait pour surmonter ça, ces a priori ? En fait, je suis accompagné. Je suis accompagné. Moi, si je devais donner un conseil à celui que j'étais il y a 3-4 ans ou celui que tu as été aussi toi il y a quelques années, c'est surtout de s'entourer d'acteurs. En fait, il y a des acteurs économiques locaux qui peuvent vachement vous aider. Ça passe par, moi je suis au réseau Entreprendre, qui est un réseau en fait, d'entrepreneurs, ça va du charcutier au grand chef d'entreprise.
forme en fait. Le fonctionnement, autant le fonctionnement hospitalier est assez hiérarchisé et très cadré, on va dire, dans la progression, etc. Autant le monde de l'entrepreneuriat, pour peu qu'on soit ouvert en fait à écouter ce que les autres ont à nous dire, je pense que c'est pas compliqué, c'est plutôt naturel. Donc je les remercie d'ailleurs à ce titre de m'avoir tendu la main, parce qu'effectivement quand on arrive, on ne sait pas ce que c'est un business model, on ne sait pas ce que c'est un modèle économique, on ne sait pas ce que c'est un business plan, on n'a jamais fait... voilà, il y a tout à apprendre. Et en même temps, moi je considère qu'il faut partir du besoin terrain, c'est-à-dire qu'il y a des choses, si c'est pas toi qui le fais, bah faut pas laisser aux autres non plus la nécessité de le... Enfin, faut pas donner aux autres des choses que toi tu as envie de faire, quoi. Donc voilà, moi, c'est plutôt ce conseil-là que j'aurais envie de donner. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, il faut être accompagné. Je pense que c'est ultra important de ne pas être seul. Parfois au début on est un peu isolé dans son idée, on a un peu peur d'en parler, mais il faut surtout pas hésiter à en parler. Ouais. Bien au contraire, s'entourer, je pense que c'est une des clés du succès. Toi c'est familial, hein, c'est ça? Moi c'est familial, ouais. Du coup dans la famille, parce qu'il y a une grosse confiance, et du coup pour moi c'était assez naturel. Ton frère, c'est ça? C'est mon frère, ouais. Avec qui t'es associé? Mon frère avec qui on s'est associé. Et dans la famille, vous étiez entrepreneur avant? Pas du tout. Et je le regrette pas du tout. Et ça, c'est quelque chose que je parlerai dans une prochaine vidéo, justement, de l'association, plus particulièrement dans mon cas, de l'association en famille. Parce que, la fusion des cercles, moi, c'est un truc, tu vois, j'aurais tendance à croire, si j'avais un conseil à donner, c'est de ne pas faire fusionner les cercles. Et toi, tu es en pleine fusion, toi. En fait. En plein dedans, totalement. C'est totale fusion, mais pour nous ça marche parce que on a grandi ensemble, on a une confiance mutuelle, vous allez, quoi. On sait où on va, on a une vision, et puis on a surtout en amont, on a posé le cadre avant de commencer quoi que ce soit. Et ça, c'est ultra important de poser le cadre. Est-ce que tu peux me partager une erreur que tu as commise? On en commet tous des erreurs en entreprenant, mais ici on est là aussi pour donner des bons conseils, pour éviter que vous tombiez dans ces pièges. Est-ce que toi est-ce que tu en as un en tête que tu aimerais partager? Des erreurs, en fait c'est hyper culpabilisant les erreurs. Moi je considère qu'il y a des tentatives, tu vois, des tentatives rachetées, des échecs, mais de là à dire qu'il y a des erreurs, tant qu'on fait pas de mal, tu vois, tant qu'il y a une éthique dans ce qu'on fait, vis-à-vis des utilisateurs, parce que finalement tu prends soin des gens aussi, tu vois, tu embauches des gens, etc. Donc parler d'erreurs, peut-être des erreurs stratégiques ou des trucs comme ça, bah oui, on en fait tous. Peut-être je suis en train d'en faire et je ne me rends pas compte. J'ai pas encore le recul suffisant pour réellement me dire, tu vois, j'ai pas encore la vision satellite, tu vois. Je suis encore dans le tourbillon des astéroïdes, tu vois. J'essaie justement de trouver mon orbite et trouver mon équilibre en fait entre toutes ces vies. Mais peut-être l'erreur, moi, que je donnerais, c'est peut-être de surinvestir du temps dans tous les domaines. C'est-à-dire, la grosse erreur, moi, que je pense que je peux faire, c'est de ne pas réussir à choisir, en fait, et de vouloir tout mener de front. D'être de garde en même temps que tu es en congrès, tu vois. C'est quelque chose aussi... sur, tu vois, la bouffe, le sommeil, après le sport, puis après le temps le week-end, et puis après le temps le soir. Ça, je fais hyper gaffe à essayer de ne pas faire cette erreur parce qu'elle est fatale. Et puis en plus d'une spécialité à l'autre, c'est plus ou moins facile à gérer le travail à mi-temps. Il y a des spécialités qui le permettent, d'autres qui ne le permettent pas. Toi, tu es neurochirurgien, c'est pas possible. Toi, si tu opères pas, tu perds en compétences, et du coup, c'est important d'opérer. Tu es obligé d'aller le voir. Enfin, c'est le contrat. Il y a un chronique, Tu le vois avant, tu le vois après, donc tu peux pas opérer puis t'en aller en fait. A contrario, on a une organisation qui est hyper... la chirurgie, c'est assez militaire malgré tout. Donc moi, ça me permet de dégager du temps où je sais que je peux prendre des rendez-vous. Contrairement à toi qui est anesthésiste, où finalement toi t'es posté tous les jours. Donc pour les rendez-vous c'est galère. Alors que moi tu vois, je sais qu'il y a une journée, c'est un repos de garde, ok, mais je peux mettre des rendez-vous, je peux passer des calls, etc. C'est vrai que c'est différent d'une spé à l'autre. Il y a les deux en fait. Il y a les deux, des avantages, des inconvénients. En tout cas, bravo pour ta levée de fonds là, que tu as annoncée en ce début d'année. Est-ce que tu peux un peu parler du processus qui n'est pas forcément bien connu des médecins? Et est-ce que tu peux nous partager, si tu es d'accord, pour nous dire à quoi vont servir les fonds? Alors la levée de fonds, effectivement, c'est hyper compliqué, mais c'est là où il faut se faire accompagner, je pense. Et il ne faut pas avoir peur aussi de se prendre des vestes. Moi, j'ai eu de la chance de me faire accompagner par des gens bienveillants,
n'avaient pas forcément une grosse expérience dans la tech, mais qui avaient une vie d'entrepreneur derrière eux et qui avaient conscience de la mission en fait et de l'impact de cette mission. Ils ont vraiment cru en fait aux valeurs en fait. Et ça pour moi, si j'avais un conseil à donner, plus que l'argent en fait, c'est plutôt c'est pas chercher une somme, c'est plutôt chercher quelqu'un avec des valeurs en fait, parce que quand on fait une levée de fonds, on s'associe avec des gens et je pense que c'est comme une association dans une société. C'est hyper important. Moi, je décorrèle beaucoup la quantité d'argent levé à la qualité des gens qui réunissent l'équipe. Je pense qu'une bonne équipe vaut mieux que beaucoup de sous. On est d'accord, ouais. De toute façon, beaucoup de sous avec une mauvaise équipe, tu feras pas grand-chose. Bah ouais, puis voilà, on a besoin, nous, d'être accompagnés, de se professionnaliser, etc. Donc la bienveillance et d'avoir voilà, une équipe assez cadrée. Pas forcément des fonds, pour moi, ça a été des business angels. Voilà, ça a permis d'humaniser aussi le truc et de peut-être me rendre un peu plus à l'aise avec des questions financières qui, pour moi, sont quand même difficiles. En tant que médecin, on n'est pas habitué, il n'y a pas d'argent dans la médecine. Hein. Nous, il n'y a pas de transaction financière dans mon mode d'exercice, donc c'est assez nouveau ça pour moi. Donc à quoi ça va servir à angliciser l'application en fait. En septembre, l'appli elle va sortir. Aujourd'hui, elle existe. On est 6000 utilisateurs, on est dans 3 facs. Et l'idée, c'est qu'on augmente dans les facs avec qui on est partenaire en France et aussi qu'on change d'échelle avec les facs anglo-saxonnes. Donc l'appli, là, elle est en train d'être anglicisée. En septembre, on va la sortir. On va faire un moteur de recherche basé sur l'IA générationnel pour poser des questions en fait, sur le corps humain et d'avoir des réponses certifiées, sourcées, etc. Et ensuite, c'est d'améliorer l'outil dans ce qu'on donne. On a beaucoup fait les étudiants en médecine. Maintenant, on veut s'occuper des paramédicaux, faire de la formation continue, du bien-être pour que les infirmiers puissent être accompagnés. Parce qu'on l'a tous vu le soir de garde à 3h du matin. Les gens ne connaissent pas forcément les pathologies, il faut leur rappeler, etc. Et les séances de formation pour la personne de nuit, si elle a lieu la journée, elle ne peut pas y avoir accès, et vice-versa. D'accord, donc tu es parti de la formation initiale, et là tu vas te projeter sur la formation continue des professionnels de santé. Je considère qu'on maîtrise la verticale, on va dire formation médicale initiale. Et maintenant, pour moi, la vraie valeur, et c'est ça qui a emmené en fait, aussi le projet Akivis, c'est de réussir à convaincre les gens qu'il y a un intérêt de formation continue pour les paramédicaux. Parce que dans toutes les boîtes, il y a de la formation continue et à l'hôpital, concrètement, quand on change de service, on n'a aucun outil pour le faire. C'est ça la vocation d'Akivis. Ok. Tu as un public quand même étudiant. On a, je pense, pas mal d'étudiants qui vont regarder cette vidéo. On espère. On espère. Est-ce que pour toi, tu as un moment où c'est un meilleur moment pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu recommanderais à ces externes de se lancer ou est-ce que pour toi c'est trop tôt, il faudrait peut-être attendre l'internat, voire attendre d'être diplômé? Ça dépend du projet en fait je pense, mais moi j'aurais dit quand même une petite assise financière, de ne pas dépendre du projet, d'avoir une certaine forme j'aurais dit l'internat quand même, parce que l'externat est hyper structurant pour ta vie d'après, toi tu as réussi à faire anesthésie, donc ça change une vie de faire de l'anesthésie, tu peux rater un projet professionnel, que l'internat malheureusement tu n'as pas le droit de le rater quoi. Donc qu'est-ce que c'est rater l'internat? Après on peut discuter, tu peux avoir un mauvais classement et être hyper heureux, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'aurais tendance à croire que moi, mes parents, ma mère m'aurait toujours dit de terminer ce qu'on fait d'abord, même si c'est jamais fini, d'aller au bout de ce truc-là d'abord. Ouais, je suis d'accord. Je pense aussi que l'internat, c'est un bon moment, en tout cas pour au moins y réfléchir. Et dégager du commencer à se former pendant l'internat. Et puis une fois diplômé, la thèse passée, là c'est parti. Si vraiment on a la fibre pour ça, on se lance en fait. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est le bon moment peut-être même. Ouais. Est-ce que tu voudrais partager une ressource clé là, qui t'a aidé dans l'entrepreneuriat? Ça peut être un livre ou n'importe quelle autre ressource pour se lancer ou pour progresser en entrepreneuriat. C'est mon associé en fait. D'avoir un associé, de ne pas être tout seul. L'équipe, en fait, l'équipe. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas rester tout seul, d'essayer au maximum d'inclure, de créer une dynamique en fait. Okay. Et de beaucoup travailler à la phase initiale sur les valeurs qui réunissent, la trajectoire. Et c'est humain tout ça quand même. Ça veut dire qu'à la fin de la fin, on ne sait pas si ça va être une success story, un crash, comme tu disais, des erreurs ou une réussite. On en fait tous. Hein. Et la vraie réussite, c'est réussir à avoir une super aventure. Moi, tu vois, Akivis, l'entreprise est créée il y a 1 an, mais ça fait déjà 7 ans qu'avec mon associé, on travaille sur le truc. On a une super belle histoire. C'est une histoire humaine, en fait, que personne ne nous enlèvera. Donc,
moi c'est ça que je retiens, tu vois, le moteur aussi, c'est ça, c'est réussir à emmener, tu vois, cette action fédératrice qu'on trouve pas trop dans la médecine. Tu vois, en médecine, on agit au one shot, quoi, c'est à patient par patient, c'est hyper, c'est cool aussi, hein, tu vois, c'est hyper intime. Là, on a la possibilité d'avoir des interactions diversifiées et tout. Il y a quelque chose qui vient de me marquer, là tu as dit 7 ans. Je pense que c'est quelque chose d'important à noter parce que je pense que dans l'idée des gens, souvent la start-up, des fois, c'est 1, 2 ans, 3 ans, je la revends, je suis multimillionnaire. Il y a pas mal ce fantasme. Ouais. Et je pense qu'on est aussi là pour déconstruire un peu ces fantasmes, pour être dans du concret, pour vraiment vous aider à vous lancer dans votre projet de façon sérieuse. Après, tu as des gens qui, tu vois, il y a un marché tout de suite, il y a des commandes. On n'a pas tous la même traction commerciale, ni la même nécessité de produire un outil. On est tous un peu différents. Donc, moi, les 7 années ont été importantes. J'aurais pas fait d'entreprise si ça avait été trop court. Et moi, je dirais, si j'avais un conseil, c'est paradoxal. Hein, c'est entreprenez le plus tard possible, en fait. C'est-à-dire d'avoir une démarche entrepreneuriale le plus tôt possible, mais de fonder la société le plus tard possible. Parce que quand la société est créée, en fait, il faut déjà avoir pensé... parce que les factures arrivent, en fait. C'est ça la problématique. Exactement. Ok. Et est-ce que tu aimerais voir un autre dogpreneur dans un prochain épisode? Est-ce que tu connais quelqu'un dans la même situation que nous et qu'on pourrait interviewer pour avoir d'autres conseils? Alors j'en ai un en tête, Thibaut Portella, qui est installé en clinique à Dijon, qui est neurochirurgien aussi, que j'ai rencontré dans le cadre du dogpreneuriat, hein, c'est-à-dire vraiment sur LinkedIn, je ne connaissais pas avant. Et j'ai quelques touches aussi des personnes qui se posent la question et j'essaierai de vous mettre en relation pour éventuellement faire un petit tour sur votre chaîne. Ouais. Bah, c'est top. Écoute, c'était ma dernière question. Je te remercie beaucoup, Florian. Enchanté d'avoir fait ta connaissance. De même, franchement, je pense qu'aujourd'hui, tu as apporté beaucoup de valeur à travers ce que tu as dit. Donc, d'ailleurs, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à la chaîne, à mettre 5 étoiles sur les plateformes, et puis à commenter, mettre des remarques positives et constructives. Voilà, donc on vous attend en commentaire. Merci beaucoup, à bientôt dans le Club Dogpreneur.